La thématique de ce webinaire de ce matin, c'est simple, c'est le feedback management et on va vous présenter les meilleures pratiques, les innovations dans le secteur. On vous a donné à peu près 4-5 exemples dans des secteurs d'activité un petit peu différents. Si vous ne vous retrouvez pas bien sûr dans les exemples, posez-nous des questions via le chat et on essaiera d'avoir des réponses pour vous dans votre propre secteur d'activité. Donc, qu'est-ce qu'on vous a prévu aujourd'hui? Donc, on est un petit duo avec 2 animateurs. Donc, Loïc, je te laisse peut-être te représenter pour les personnes qui viennent d'arriver tout de suite. Pas de souci. Donc Loïc Da Silva, je suis consultant en relations clients chez Eloquent sur la partie feedback depuis bientôt 3 ans maintenant. Et donc j'accompagne au quotidien les entreprises pour la mise en place de solutions de mesure de la satisfaction client. Merci. Client Et ou collaborateur. collaborateur d'ailleurs. Je pense C'est ça, que exactement. on fait les deux. Mais aujourd'hui, ça va être peut-être plus orienté feedback client. Donc moi, je suis Frédéric Canevet, je suis product manager pour les bots et je m'occupe en fait de projets digitaux chez Eloquent et j'anime très régulièrement ces webinaires avec grand plaisir. Alors justement, qu'est-ce qu'on va voir dans ces 45 minutes? Je vais vous faire un petit topo sur qui est Eloquent pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, on va revenir sur pourquoi et comment mettre en place un dispositif de feedback management avec des fondamentaux. Et Loïc nous expliquera la méthodologie et les grandes étapes pour mettre en place un dispositif de feedback. Ensuite, nous verrons les innovations, les dernières innovations qu'on peut retrouver qui vous permettent d'exploiter encore plus les retours de vos clients. Ensuite, on verra 4-5 exemples dans différents secteurs. Donc, on vous a choisi quelques exemples assez intéressants que je trouve quand même assez emblématiques dans le secteur. Je dirais pas que c'est les meilleurs de la classe, mais en tout cas, ça devrait vous inspirer. Et comme je le disais précédemment, Loïc et moi, on sera à votre disposition. Si vous avez d'autres secteurs d'activité, on pourra vous donner des retours de certains de nos clients. Donc, bien entendu, à la fin, on fera un petit plan d'action et on vous dira qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour se lancer dans le feedback management. Et enfin, la séance de questions-réponses. Donc, si vous avez d'ores et déjà des questions, vous avez le chat en fait sur votre droite et il suffira en fait de nous poser les questions dès maintenant et on se prendra un petit peu de temps pour y répondre à la fin, un quart d'heure si nécessaire. On prendra vraiment largement le temps. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Eloquent, donc Eloquent est éditeur de solutions de centres de contact et d'enquête de satisfaction. Donc, on est l'expert européen de la relation client. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille dans ce domaine-là. On a 3 sites en Europe, Paris, Grenoble, 120 personnes dans l'entreprise. Ce qui peut vous intéresser, c'est qu'on envoie quand même près de 150 millions d'enquêtes chaque année. Donc, ça fait beaucoup. Je pense que beaucoup d'entre vous ont reçu des messages de notre part si vous êtes client SFR, si vous êtes Bouygues Télécom Pro, si vous allez dans pas mal d'entreprises, de magasins, vous recevez nos communications, même si vous ne savez pas forcément que c'est nous. Donc Eloquent a 2 grands métiers. Le premier métier, c'est le centre de contact, donc gestion des interactions multicanales, téléphone, voix, chat, chatbot, callbot, etc. Le self-care et aujourd'hui, notre second métier qui va vous intéresser le plus, c'est tout simplement les solutions de feedback avec les enquêtes multicanales, que ce soit de l'email, du SMS, de l'enquête vocale ou de l'enquête digitale, c'est-à-dire l'enquête sur les sites internet, en particulier les espaces clients. On va également travailler sur le monitoring du parcours client avec par exemple l'analyse sémantique et bien sûr la publication des avis et ça on y reviendra juste après. Voilà, donc ça c'est nos 2 grands métiers. Alors, on va commencer par la première question qui est mais pourquoi il faut mettre en place un dispositif de feedback management? Et ensuite, Loïc nous expliquera comment on le fait. Alors, tout d'abord, pourquoi mettre en place un dispositif de feedback management? En fait, il y a 3 niveaux d'usage du feedback. Le feedback se fait d'abord au niveau opérationnel. Au niveau opérationnel, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous avez un client qui est passé en boutique, qui a acheté un produit, qui appelait au support technique, etc., etc. Et ben en fait, il peut être satisfait ou pas de son accueil, et tout simplement, le feedback va permettre de corriger cette insatisfaction et de poursuivre en fait la conversation. Une personne qui va au centre de contact, qui se sent un petit peu frustrée de la réponse du technicien, qui est pas satisfaite, et ben elle peut être tentée d'aller se défouler sur les réseaux sociaux en disant ah j'étais déçu par telle marque, etc. Tandis qu'avec l'enquête de satisfaction, surtout si elle est envoyée à chaud et juste après l'interaction, permet de rattraper le coup et justement de transformer un insatisfait en satisfait. Le deuxième point, de manière opérationnelle, bien sûr, les avis des clients de maintenant feront les clients convaincus de demain, puisque, on en parlera tout à l'heure, la publication des avis permet de rassurer les prospects.
Deuxième niveau, c'est niveau managérial, tout simplement pour un coach, un superviseur, ça va être tout simplement la possibilité d'aller coacher les conseillers. Si régulièrement, il y a des notes qui ne sont pas bonnes sur l'amabilité, sur les compétences techniques, etc., etc., on va pouvoir détecter les personnes et on vous donnera un cas pratique avec Vinci Autoroute qui a ainsi réduit de 50% l'insatisfaction, l'augmentation de l'insatisfaction durant les périodes estivales grâce à ce système de coaching. Et ensuite, on a aussi des clients comme par exemple Vikiera qui utilisent les verbatim clients, les retours clients pour les former les nouveaux collaborateurs en disant tiens, voilà ce qui compte pour les clients, voici des choses importantes, voilà les verbatim, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils aiment pas, etc. Le troisième niveau, c'est le niveau stratégique. À ce moment-là, en fait, c'est très simple. Avec ces retours, on va pouvoir concaténer des informations qui vont permettre tout simplement de savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer dans le produit, les choses qui ne vont pas dans les process. L'autre point, c'est de pouvoir diffuser la voix du client dans l'entreprise et on donnera quelques exemples un peu plus tard. Plus en fait le client est proche des collaborateurs, plus on se sent impliqué. Et c'est vrai que c'est pas la même chose de dire tiens, il y a un client qui la solution ne fonctionne pas que d'avoir un verbatim de client qui dit mais qu'est-ce que vous faites, je suis coincé dans mon entreprise. Ça n'a rien à voir au niveau du feeling et au niveau du ressenti des collaborateurs internes vis-à-vis de la situation du client final. L'autre intérêt, c'est tout simplement d'aller fluidifier, améliorer le parcours client, à la fois pour identifier les points noirs, ce qui ne va pas dans les process, et là on donnera un exemple avec Orange Bank, et également tout simplement repérer les effets waouh. Qu'est-ce que sont ces petits trucs qui permettent de faire la différence? Et on a eu le cas, par exemple, avec un client comme Geodis qui nous disait, voilà, grâce aux enquêtes de satisfaction, on a vu qu'il y a certaines personnes qui disaient, tiens, le livreur a pris le colis, il l'a monté à l'étage, c'est super génial. Et en fait, grâce à ça, Geodis a repéré que c'était un effet waouh. Et après, donc, ils l'ont transformé en service payant pour les transporteurs. Donc, grâce à ça, on peut améliorer les produits et même créer des nouvelles offres, nouveaux services. Et enfin, on va pouvoir identifier l'insatisfaction cachée, dire ces gens qui, entre guillemets, ne sont ni mécontents ni mécontents, mais ce ventre mou en fait de l'insatisfaction. Voilà, donc ça c'était pourquoi un dispositif de feedback management. Loïc, je te laisse maintenant nous dire comment on passe à la pratique. Alors, merci Frédéric. Donc, avant tout, avant de mettre en place un dispositif de feedback, il va falloir répondre à un certain nombre de questions. Donc, ces questions, nous, on va vous accompagner lors du déroulement de votre projet au travers d'ateliers pour vous aider à y répondre et justement nous appuyer sur nos savoir-faire et sur les mises en place passées qu'on a pu avoir au travers d'autres cas avec d'autres clients. Donc, l'une des questions les plus importantes, donc c'est ce que vient d'aborder un petit peu Frédéric, c'est le pourquoi. Donc, définir le ou les objectifs qui sont visés. Est-ce qu'on va avoir pour objectif de mesurer la satisfaction client en continu pour avoir un pilotage au quotidien des équipes? Est-ce qu'on va être davantage tourné pour dégager des indicateurs synthétiques au niveau opérationnel, ou est-ce qu'on va être orienté plutôt sur l'identification de l'insatisfaction pour pouvoir avoir une relation individualisée? Donc ça, c'est vraiment la grande étape qui va servir un petit peu de socle qu'on va du coup définir autour de réunions de kick-off de lancement qu'on va mettre avec vous et au cours de laquelle vous êtes accompagné donc d'experts sur la partie feedback de l'équipe dans laquelle donc je fais partie. Les autres questions qu'on va aborder, ce sont donc qui et quand. Qui, ça va être quel client et à quel moment du parcours client est-ce que vous allez choisir de les contacter. Ce qu'il va falloir faire, c'est choisir le meilleur moment et choisir le moment adapté pour interroger son client. Idéalement, ce qu'on fait et ce qu'on voit tous aujourd'hui dans notre quotidien, c'est que suite à une interaction, on sort d'une boutique, d'un opérateur téléphonique, on va recevoir une enquête SMS ou mail pour nous demander comment s'est passée notre interaction, est-ce qu'on a eu les réponses auxquelles on est venu chercher. Donc ça, c'est répondre à un instant, à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir pousser cette enquête. Et enfin, on va définir aussi comment. Donc comment, c'est définir avec vous la meilleure stratégie de diffusion d'une enquête et de la mise en place d'un dispositif de feedback. Donc ça va être de répondre à différentes questions. Par exemple, quel canal utiliser? Est-ce qu'on va être plutôt sur des canaux plus traditionnels comme du mail ou du SMS, ou partir sur des choses comme des enquêtes vocales? On va vous présenter un petit peu plus tard, ou bien des enquêtes qu'on appelle aujourd'hui parcours web, qui se matérialisent en fait par la mise en place d'un bandeau sur un site grand public, une page web, ou bien sur un espace client. Aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux qui se développent et certains sont bien plus pertinents selon le contexte dans lequel on veut interroger son client.
Donc, c'est vraiment important de se poser cette question. On va aussi se demander quels sont les indicateurs qu'on va vouloir mettre en avant. Aujourd'hui, on a le traditionnel NPS qui va nous permettre d'avoir notre score de promoteur versus des détracteurs, pardon. Mais on a aussi d'autres scores qui émergent. On va avoir du CSAT ou bien du score d'effort qui peut être mis en place. Et tout ça, donc, on va aussi définir avec vous les règles qui sont les règles de sursollicitation. Aujourd'hui, on a dans toute entreprise souvent des CRM avec une multitude d'informations sur des clients. L'idée, ça va pas être d'aller sonder quotidiennement tous les clients. L'idée, c'est aussi de respecter aujourd'hui la sursollicitation et la charge qu'on peut avoir côté mail, autant professionnellement que personnellement. On reçoit tous énormément d'emailing et nous, on est en capacité justement d'aller définir des critères pour vous dire, voilà, aujourd'hui, on va mettre en place une enquête, mais on ne va pas aller sursolliciter un client plus de 2 fois par mois, par exemple, pour éviter un peu cet effet d'harcèlement. Donc ça, c'est ce premier atelier qui est l'atelier de collecte qui va nous permettre donc de faire cette partie de validation du questionnaire et à partir duquel donc on va définir et valider un socle d'enquête. Le second atelier qui va émerger, c'est un atelier davantage tourné sur les restitutions. Donc c'est un atelier qui lui va viser à répondre à la question pour qui. Pour qui est-ce qu'on va réaliser cette enquête et comment on va proposer des restitutions les plus personnalisées possibles aux personnes qui vont venir analyser ces résultats. Donc, à partir de cet atelier, on va donc définir qui doit avoir ensuite accès aux données. Et ces données, nous, on les met à disposition à partir d'un portail personnalisé qu'on peut charter à la couleur de votre entreprise. Donc ça, pareil, on en reviendra un peu plus tard, mais on aura quelques exemples à vous présenter. On va devoir aussi définir quels sont les profils qui vont pouvoir accéder à ce portail, quel niveau d'information et de restriction on va pouvoir appliquer à ce profil et surtout quel type d'analyse on va mettre en place. Est-ce qu'on va présenter des résultats au global? Est-ce qu'on va présenter des résultats par agent, par collaborateur? Ou est-ce qu'on va vouloir plutôt présenter des évolutions dans le temps pour noter des instants précis où il y aurait des améliorations à apporter? Donc tout ça, ça va se passer donc dans diverses réunions qu'on va pouvoir avoir avec nos interlocuteurs côté métier. Et en termes de temps concrètement, donc une fois que la validation du questionnaire est réalisée, nous en interne, on va procéder à une phase de paramétrage dans laquelle on va paramétrer tout ce qui est email, SMS pour personnaliser au maximum l'enquête à votre image et du coup avoir un vrai une amélioration du taux de retour, étant donné que voilà, la personne va recevoir une enquête, il n'y aura pas besoin de se poser la question de qui vient ce questionnaire, on va tout de suite retrouver l'identité visuelle du client avec lequel on va travailler. Donc pour ça, il faut compter environ 3 à 4 semaines durant lesquelles on va réaliser le paramétrage et à partir duquel on pourra ensuite procéder à la diffusion de l'enquête et donc à la collecte des premiers résultats. Merci Loïc. Alors, si vous avez des questions justement sur ces ateliers, là, on a essayé de faire vraiment des grandes lignes, des grandes étapes et vous donner vraiment le cheminement. Si vous souhaitez avoir quelques petits détails supplémentaires, n'hésitez pas, le chat est à votre disposition. On peut répondre soit en direct si c'est simple, soit en fait, on le fait tout simplement à la fin de la session. Alors là, en fait, on a vu le parcours classique pour mettre en place un dispositif de feedback. Au niveau justement feedback client, on n'a pas parlé du feedback collaborateur, mais c'est aussi ce qui est possible. Loïc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les dernières innovations qu'on met en place au niveau du feedback management? Parce que c'est vrai que traditionnellement, cette collecte d'enquête de satisfaction, c'est ce qu'on fait depuis des années. Qu'est-ce qui a un petit peu changé et qu'est-ce que les clients nous demandent de mettre en place actuellement? Oui. Alors, en complément des traditionnelles enquêtes qu'on peut recevoir par mail, on a aujourd'hui de nouveaux canaux et de nouvelles méthodes d'exploitation des données qui ont émergé et qu'on pousse aujourd'hui côté Eloquent. Donc, la première de ces méthodes d'exploitation, ça va être la possibilité de publier des avis sur des plateformes spécialisées comme Trustpilot ou Google Avis dans la continuité de l'enquête. Donc, comment ça se matérialise concrètement? On va avoir votre client donc qui va répondre à l'enquête. Et derrière, on va pousser son avis, donc sa note et son commentaire global directement sur une page Google Avis. Donc déjà, on retire un petit peu cette tâche de réécriture du commentaire et de ressaisie de la note. Donc on gagne un clic. Le nombre de clics est toujours très important parce qu'en général, le temps est compté pour tout le monde. Et derrière, du coup, ça va pousser cette note et cette commentaire donc sur votre page Google Avis dans l'objectif du coup d'avoir un maximum de feedback.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on propose ces solutions? Parce qu'on constate que fréquemment, les notes qui sont données spontanément sur les plateformes d'avis ont toujours une orientation très positive ou à l'inverse très négative. Donc ici, ça permet un petit peu d'avoir une uniformisation de la satisfaction et de déceler aussi d'éventuelles problématiques qu'aurait votre panel complet de clients et pas simplement se focaliser sur les très insatisfaits ou les très satisfaits. Je parlais aussi donc de nouveautés en termes de communication, de diffusion d'enquête. Donc dans la continuité de l'enquête, on a aussi la possibilité maintenant de pousser automatiquement la réponse collectée et de pousser automatiquement des enquêtes post-appel, donc des enquêtes post-appel vocales. Donc nous, chez Eloquent, on déploie une solution de centre de contact. Donc c'est naturellement, entre guillemets, que nous est venue l'idée de proposer ce canal qui permet déjà d'être dans une continuité avec le client, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette notion de on raccroche et on reçoit un SMS 2-3 minutes plus tard, ou encore pire, un email le lendemain. Donc là, déjà, on a perdu un certain temps au cours duquel une réflexion a pu se poser au client et on n'est pas sur vraiment de l'avis à chaud concret de la situation. Donc ça, c'est le premier canal qui a émergé et qui aujourd'hui marche très bien dans tous les centres de contact, qui est en général déployé de plus en plus. Alors juste pour préciser, Ouais. il faut dire que c'est pas juste la personne qui laisse un message. Il y a un travail derrière d'analyse sémantique qui transcrit donc la voix en texte, qui est analysée pour savoir quel est le sentiment de la personne et bien sûr la note globale. Donc ça, c'est super intéressant, quoi. Tout à fait, ouais. On a une notation qui est laissée via le clavier, et après la personne peut laisser un commentaire audio qui est enregistré, qui est retranscrit, donc vous pouvez aller le lire, globalement. Mais nous, on propose aussi une solution pour aller l'analyser finement avec notre, moteur d'analyse sémantique pour ensuite en déceler donc des plans d'action. Heu et donc enfin, on a aussi maintenant ce qui émerge qui est, enquête digitale. Aujourd'hui, on se rend compte que, le parcours client passe aussi par la navigation sur les pages, web des sociétés ou bien sur l'espace client, et donc il est propice de proposer ce nouveau canal, sur du coup dans la continuité de l'utilisation du client, donc via, des enquêtes qui se présentent souvent par des bandeaux, à la verticale sur la page, enfin sur la partie droite de la page, souvent avec marqué votre avis, hop, ça fait un petit glisser ouvrez et vous allez pouvoir saisir directement une réponse là-dessus. Et donc, je te laisse Frédéric pour Ouais. la dernière partie. Alors justement, le dernier point, c'est un petit peu ce qui émerge de plus en plus. On en parlait tout à l'heure avec les enquêtes vocales, le fait qu'on va convertir la voix en fait en texte. L'analyse sémantique de la voix, le speech analytics, c'est un petit peu la dernière évolution qu'on voit en fait au centre de contact, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre les audios, hein, les conversations d'eau, avec bien sûr un système de masquage, c'est-à-dire que si la personne elle dit des mots un peu particuliers, des choses qui médicales, etc., on va pouvoir les masquer. On va les passer au moteur d'analyse sémantique et on va pouvoir identifier comme si on faisait une enquête de satisfaction, comme si en fait on allait analyser des mails, comme si on allait analyser des avis, et va on pouvoir voir ce qui va se passer ou pas. Et je vous donnerai en fait un cas pratique avec Bouygues Télécom Entreprise qui a mis en place cette solution, qui a mis en place l'analyse sémantique de la voix, le speech analytics au niveau du centre de contact. Et c'est vrai que les retours que l'on a de Bouygues Télécom Entreprise, c'est que en fait c'est bien. Ça permet d'aller récupérer des informations, mais c'est un petit peu fastidieux. C'est ça, en fait, actuellement, le seul point négatif, c'est qu'il faut avoir le temps d'aller analyser, ou alors il faut savoir ce qu'on veut chercher, le type d'appel, le type de client, etc. Et là, en fait, ça permet d'aller essayer de trouver des petites tendances, puisqu'en fait, comme pour ce que l'on ferait pour, par exemple, une catégorie de clients, une catégorie de produits, on va pouvoir identifier si ça va bien pour l'accueil, est-ce qu'il y a des choses sur la compétence des agents, est-ce qu'il y a des choses sur le prix, etc. Donc, en fait, que ce soit de l'avis qui est remonté via de l'enquête de satisfaction, même de l'enquête SMS. Hein, on peut le voir que les retours sont parfois comme assez riches, même si c'est tapé au clavier. Il y a quand même, c'est pas juste un mot, il y a quand même des phrases qui sont faites. Et ben en fait, la voix peut aussi être utilisée pour exploiter les informations. Et c'est vrai que cette richesse qu'il y a au niveau du centre de contact, il faut aller l'exploiter avec ces outils modernes. Alors, ce qu'on a prévu pour la suite, en fait, c'est simplement parler des petits cas pratiques. Et ça, justement, je vous ai choisi 4-5 secteurs d'activité. Et s'il y en a d'autres que vous n'avez pas vu, que vous souhaitez qu'on aborde, on va essayer de vous trouver ça juste après. Alors, Loïc, je te laisse peut-être commencer par un premier client dans le service. Oui, tout à fait. Donc, ce premier cas pratique, il concerne une entreprise de services aux professionnels, donc qui a une activité de conseil important avec de nombreux échanges, notamment téléphoniques.
pour répondre à des besoins sur de la partie juridique, RH ou gestion globale des entreprises. La situation qui était aussi du coup un petit peu une situation problématique pour le coup, c'était qu'on n'avait aucune mesure à chaud des interactions entre les clients et le canal principal de communication qui est l'agent via le téléphone. Donc, ce qui nous a amené à leur proposer du coup une solution qui est une mesure de la satisfaction à chaque point de contact pour répondre du coup à cette problématique qui est d'avoir un besoin d'indicateurs pour potentiellement ajuster leurs offres et aussi derrière manager les agents pour être plus performants sur l'accompagnement de leurs clients. Donc, ce qu'on a mis en place dans un premier temps, ça a été la mise en place d'une enquête post-appel vocal. Donc, comme on vient d'en parler, donc à la suite de l'interaction avec un agent. Donc, on va pouvoir recueillir à la fois des KPI via des notes, mais aussi de l'analyse vocale, donc via des retours qu'on va ensuite pouvoir catégoriser avec l'analyse sémantique. Le résultat de cette mise en place, c'est une amélioration du parcours client avec notamment le recontact des clients insatisfaits parce que, à savoir qu'on a mis dans un premier temps donc une enquête assez ciblée donc sur le canal entrant qui était l'appel téléphonique vers un agent, mais on a aussi déployé différentes solutions pour uniformiser les mesures sur tous les points de contact entre le client et cette société. Donc, on va pouvoir pousser des enquêtes baromètres assez classiques sur un panel global de clients. On a mis en place des enquêtes sur leur espace client, donc des enquêtes parcours web, mais aussi des enquêtes qui arrivent en fin de prestation, donc pour comprendre quels sont les plus et les moins de la prestation, et toujours dans une logique d'accompagnement. Et le gain qui a été aperçu aussi, c'est un gain d'avantage orienté management qui a permis de mettre en place des plans d'action individualisés par agent et par équipe pour accompagner au mieux leurs clients. Ok, merci Loïc. Je crois qu'on a eu une petite question, je vais y répondre tout de suite. C'est sur les avis Trustpilot. Non, il y en a même deux. La publication d'avis Trustpilot n'est-elle pas plus appropriée pour les avis dans le B2C? Oui, tout à fait. Dans le B2C, c'est quand même plus générique, mais c'est quand même aussi intéressant de le faire dans le B2B. Je vous donnerai l'exemple d'un de nos clients qui est dans le transport. C'est dans le B2C aussi. Mais bon, voilà, ce client qui est dans le transport, c'est exactement le cas qu'indiquait Loïc précédemment. En fait, il se rend compte qu'il a une moyenne, je crois, de 8 ou 8,5 sur 10 lorsqu'il fait une enquête de satisfaction. Et pourtant, les avis qui sortent sur Google, ce sont à chaque fois des avis qui sont très mauvais. Je crois qu'il doit avoir une très mauvaise notation. Et justement, il veut rééquilibrer son image parce qu'il me dit, mais non, les avis qui se passent sur Google, c'est pas la vérité. Alors, pour le B2B aussi, c'est quand même intéressant quand on tape le nom de votre société sur Google, d'avoir quand même sur la partie droite des avis quand même positifs et pas juste des gens qui sont soit super contents parce que ils ont vraiment apprécié votre service ou des gens qui sont super déçus. Et souvent, les gens super déçus sont plus nombreux que les gens pas très contents. Et la deuxième question, c'est peut-être plutôt pour toi, Loïc. Poussez-vous les avis de manière automatique sur Trustpilot, pas de filtre? Oui. La mise en place des avis Trustpilot, c'est la même que pour les avis Google, si ce n'est que Trustpilot a une politique d'avis vérifié, avis véritable entre guillemets, donc on ne peut pas brancher automatiquement le transfert de notes et de commentaires. Donc il faudra ressaisir sa note et son commentaire. Mais par contre, la liaison entre la fin du questionnaire et le transfert vers une page Trustpilot, où on sera automatiquement identifié et référencé, via les indications qu'on aura saisies dans le précédent questionnaire dans notre outil, cette liaison, elle se fera automatiquement et dans la continuité du coup du parcours du client. Ok, merci pour la petite précision. Alors, donc, le deuxième cas que je voulais vous présenter, c'est Orange Bank. Donc, c'est un client qui nous fait confiance depuis plusieurs années. Et justement, je vous ai mis ici l'interview d'Emmanuel Ploton, là, qu'on avait interviewé en 2020, où il nous expliquait justement sa situation, son problème, sa solution. En fait, la situation initiale, c'est que Orange Bank s'est lancé il y a plusieurs années sur le domaine de la banque en ligne avec des acteurs digitaux qui sont vraiment assez pertinents, qui sont là depuis longtemps. Et donc, en fait, les clients qui font appel à une néobanque ou une banque sur Internet sont très, très exigeants sur la fluidité du parcours client et ils sont assez volatiles. Donc, en fait, leur problématique à eux, c'était d'identifier les irritants,
voir le volume, estimer les ROI et savoir où agir en priorité et avoir vraiment de l'efficacité perçue au niveau des parcours clients et de la satisfaction client, puisqu'un client qui est sur une banque sur Internet peut changer beaucoup plus facilement de prestataire que une banque un peu traditionnelle où finalement on change un peu plus difficilement. Donc, ce qu'ils ont mis en place, c'est tout simplement un dispositif de feedback client par SMS et par email, et ils ont identifié en fait des points clés du parcours client. Ils ont mis entre guillemets des sondes aux différents moments clés du parcours client, plus un programme de voix du collaborateur. Et donc ils ont utilisé le NPS et le CSAT. Le CSAT, c'est la fameuse enquête avec soit les étoiles avec 5, 1 à 5, soit de 1 à 10. Et tout simplement, ça avait deux usages. La CSAT, c'est tout simplement pour mesurer la satisfaction vis-à-vis du service qui a été délivré. Et le NPS, donc c'est cette fameuse recommandation qu'on peut avoir, le bouche-oreille, et qui permettait d'avoir une comparaison avec le groupe Orange, puisqu'en fait, toutes les filiales d'Orange ont des objectifs très forts sur l'expérience client, parce que c'est une marque entre guillemets premium, et donc si on est une marque premium, il faut que l'expérience client soit exceptionnelle. Et donc là, justement, toutes les marques du groupe ont des enjeux, et c'est ce que nous disait Emmanuel Ploton dans cette interview. Ils ont aussi un travail important sur la relance des clients. Note inférieure à 3, hop, relance par le conseiller ou le manager. C'est ça qui est un peu intéressant, c'est que parfois on peut se dire, est-ce que c'est le conseiller qui rappelle parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, ou alors c'est le manager. Ça, c'est des choix d'entreprise, en fait, ce que l'on fait. Je vous donnerai l'exemple après de Bouygues Télécom Entreprises qui, eux, ont choisi de faire un rappel, par exemple, par les agents, les directeurs d'agence, les managers d'agence, et ils ont d'ailleurs un record. Le record que je connaissais il y a 2 ans, c'était 13 minutes. 13 minutes entre le moment où la personne avait lancé son avis et le moment où le chef d'agence avait répondu. Et là, clairement, on arrive sur un effet waouh, parce que la personne disait waouh. Comment ça se fait que vous avez laissé un avis? J'ai laissé un avis il y a 10 minutes, vous m'appelez maintenant. Waouh, vous vous intéressez vraiment au client, quoi. Donc, le but après était de coacher ici chez Orange Bank des conseillers, etc. Puis des groupes de travail entre conseillers et managers pour résoudre en fait les points noirs qui ont été identifiés via les enquêtes de SAT. Le résultat, bon, j'ai les chiffres de 2020 à l'époque de l'interview d'Emmanuel Ploton, mais c'est vraiment intéressant de voir ça, c'est que cette boucle d'amélioration continue a permis de faire 3 refontes du parcours client en ligne. Donc, c'est quand même 3 refontes, c'est quand même pas mal. Alors, parfois, c'est pas forcément des refontes complètes, mais c'est des petites optimisations qui permettent d'aller offrir un parcours client sans couture. Et leur NPS, ils nous disaient, voilà, progression, on était à 30 sur les clients classiques, 45 sur leurs clients premium, et qui étaient très, très proches des pure players. Et grâce à ça aussi, ils ont identifié des petits points qui, pour eux, n'étaient pas forcément des points très embêtants, mais qui étaient quand même des irritants pour les clients. Par exemple, la facturation, pour eux, oui, tout se passait plutôt bien. Et finalement, ils ont identifié un petit truc qui était un petit peu problématique. Et ils ont pu mesurer l'impact financier humain et la satisfaction, et qui a permis en fait d'aller vraiment corriger une insatisfaction, je dirais pas cachée, mais qui n'était pas en fait quelque chose qui, pour l'organisation, était quelque chose d'important, mais pour les clients, qui était une insatisfaction perçue importante. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, à chaque fois, je vous ai mis les interviews des clients. Vous en aurez plusieurs, et comme ça, vous pourrez consulter directement. C'est une interview qui dure une vingtaine de minutes, donc c'est assez passionnant sur comment vraiment détecter cette insatisfaction et améliorer le parcours client. Alors, le troisième cas, Loïc, je te laisse peut-être en parler. Oui. Dans ce prochain cas, donc on est dans le cas d'une chambre de commerce, donc au niveau régional, avec énormément de collaborateurs, et qui présentait la problématique suivante, qui était qu'en fait, ils n'avaient pas la capacité de manager uniformément les départements de la région, et qu'ils ne possédaient pas en fait d'outils communs, donc pas de vision au niveau 360. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé une solution globale de relations clients, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a déployé pour ce compte notre centre de contact qui a été déployé auprès de 80 agents. Et dans un second temps, nous avons déployé donc des enquêtes de satisfaction post-appel vocal qui sont donc mises en place et qui viennent à l'issue de la conversation avec un des 80 agents. Derrière, la finalité de cette mise en place, c'est que pour cette chambre de commerce, ça a été d'avoir un dispositif et des outils uniformes, à la fois à l'échelle régionale et plus finement à l'échelle départementale, et surtout de pouvoir produire des KPI communs sur tous les départements et pouvoir les benchmarker entre eux. Derrière, ça a aussi permis, comme on a pu le voir tout à l'heure, un ajustement des consignes que peuvent être données par les agents pour avoir vraiment toujours cette approche qualitative et pouvoir ensuite adapter la formation des agents pour la prise en charge des demandes.
Ok. Alors, je vois qu'il y a quelques questions, on va y répondre juste après. Loïc, si tu veux, tu peux même regarder s'il y a des questions qui t'intéressent, on pourra en prendre une et on fera à la fin la session complète de questions-réponses. On va répondre à toutes vos questions, hein, je vous rassure. Alors, le quatrième exemple que je voulais vous donner, c'était Bouygues Télécom Entreprise. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est un des exemples que j'aime bien parce que je trouve que leur dispositif de feedback management est vraiment un des plus complets et vraiment intéressant parce que la proposition de valeur de Bouygues Télécom Entreprise, c'est tout simplement l'excellence opérationnelle avec une promesse qui est super forte que vous avez déjà vu, hein, en effet, pour être ensemble. Et donc, en fait, eux, tout simplement, ils ont un gros focus sur l'amélioration de la qualité de service perçue par les clients. Parce que j'ai discuté avec Mathieu Mélou, hein, que vous pourrez trouver son interview complète. On a fait 40 minutes avec eux sur le feedback management, la gestion des réclamations, qui rappelle, parce que je crois qu'il y a une question justement de qui rappelle ou pas, et ça c'est un vrai enjeu. Est-ce que c'est centralisé? Est-ce que c'est décentralisé? Est-ce que c'est géré par le manager? Est-ce que géré par les agents? Et justement, dans le cas je réponds même à la question de la personne qui l'a mis dans le chat, dans le cadre en fait de cette société-là, ils avaient en fait une gestion centralisée de rappel des insatisfaits et ils ont décentralisé ça au niveau des agences avec les personnes qui étaient les plus proches en fait des clients et ils ont vu en fait une amélioration significative de la satisfaction. Donc en décentralisant la gestion du rappel des clients, au lieu que ce soit le call center mais que ce soit vraiment les agences proches des clients, et ben en fait ils ont amélioré la qualité de service de manière drastique. Voilà, c'est la petite anecdote. Mais c'est pas le cas tout le temps. Souvent, en fait, on le voit, c'est souvent les managers qui font le rappel des clients. Et chez certains clients, c'est le conseiller qui a, entre guillemets, mal répondu qui rappelle. Alors, donc, pour revenir à Bouygues Télécom Entreprise, Loïc, n'hésite pas, si tu veux compléter mon discours et avec Ouais, d'autres ouais, exemples. je vois qu'il y a quelques petites questions peut-être liées au cas précédent autour de tout ce qui est enquête vocale. On a une question de d'Oriana. Les enquêtes vocales sont-elles plus compliquées à mettre en place que les mails ou SMS? Est-ce qu'il faut un certain nombre d'interactions pour que ce soit rentable? Alors, plus compliqué, non. C'est simplement un canal de diffusion différent pour lequel on va avoir comme tout motif de diffusion des contraintes, forcément. Que ça soit pour du mail, il va falloir charter le mail à l'image de l'entreprise, définir des bonnes stratégies de diffusion. Ici, pour du vocal, déjà, on n'a pas toute cette partie. Donc, les seules contraintes, entre guillemets, ça va être de vraiment choisir à quelle campagne, typiquement, on va vouloir associer cette enquête vocale. On peut ne pas vouloir interroger tous les clients. Les clients qui vont nous appeler, par exemple, pour de la résiliation, on va peut-être pas aller les interroger sur leur satisfaction parce que, bon, en général, un client qui part, c'est pas forcément un client qui est très heureux, mais on va pouvoir, du coup, pousser ces enquêtes sur d'autres types de motifs. Et du coup, est-ce qu'il faut un certain nombre d'interactions pour que ça soit rentable? J'ai envie de vous dire que si les interactions téléphoniques sont le canal d'entrée principal, l'enquête vocale post-appel est le canal à privilégier. Parce qu'en fait, on est dans la continuité de l'interaction. Donc, forcément, ça sera plus rentable. Vous aurez un meilleur taux de retour que de proposer de l'enquête mail qui tombera à H+2 ou à J+1 dans le pire des cas. Donc là-dessus, oui, tout à fait. Et une deuxième petite question qui allait dans ce sens, donc de Sylvie, est-ce le conseiller qui a pris l'appel ou un conseiller tiers qui rappelle? Donc là, ce qu'il faut peut-être préciser, donc je l'ai peut-être mal fait, c'est qu'on n'est pas du tout sur de l'évaluation qui est faite par le conseiller. Ce biais, il est totalement retiré. À la fin de l'interaction entre un conseiller et un client, le conseiller, de son côté, il va raccrocher la communication, il va pouvoir en commencer une autre. Et c'est un serveur vocal interactif qu'on va pouvoir paramétrer par le biais d'enregistrement en studio qui va en fait pousser les questions. Donc on n'a pas du tout cet aspect de biais, on n'a pas du tout une sélection qui est possible de la part du conseiller. C'est-à-dire qu'un conseiller qui a passé un mauvais moment avec un client, il va pas pouvoir statuer. Alors lui, j'évite de lui pousser l'enquête. Pas du tout. L'idée, c'est de proposer vraiment quelque chose d'uniforme et qui ne sera pas biaisé par de l'humain qui va traiter la demande. Ok, ben merci Voilà. Loïc. Alors, pour revenir donc à Bouygues Télécom Entreprise, donc vous aurez le petit lien YouTube vers l'interview de Mathieu qui est vraiment passionnante. Donc, c'est un dispositif de feedback vraiment multicanaux et ils ont diffusé en fait la voix du client à plus de 400 collaborateurs avec le NPS, le CSAT et le CXI. Alors, CXI, c'est un indicateur qui est composé de 3 questions. Donc, si vous êtes curieux, Loïc vous expliquera ce que c'est dans la session de questions-réponses à la fin. Et donc, en fait,
ils ont vraiment un dispositif super complexe, je détaillerai juste après, donc avec un baromètre annuel qui est là en fait pour comparer l'image de l'entreprise. C'est-à-dire que ça permet de comparer la promesse de Bouygues Télécom Entreprise par rapport à ce que perçoivent les clients, mais également par rapport à ce qui se passe en fait chez d'autres marques. Donc un baromètre annuel qui est fait par une société extérieure. Ensuite, ils ont des baromètres aussi sur leurs clients à eux, sur l'ensemble des clients. Généralement, ça se fait de manière trimestrielle sur un lot de clients à chaque fois afin d'avoir une vision homogène et puis une vision régulière. Ils ont fait des enquêtes de satisfaction par SMS et par email à différents points du parcours client. Là encore, ils ont identifié, il y a l'installation, il y a la facturation, il y a une réclamation, il y a un certain moment comme ça, ils ont mis en fait des sondes avec des rappels soit à chaud, enfin des enquêtes de satisfaction soit à chaud, donc directement après l'interaction, soit à tiède, c'est-à-dire 3-4 jours ou une semaine plus tard, le temps que la personne en fait digère un petit peu l'interaction, et donc après les enquêtes barométriques qui sont à froid. Donc le speech analytics, j'en ai parlé tout à l'heure, donc qui permet en fait d'analyser certaines conversations au centre de contact. Et c'est vrai qu'en discutant avec Mathieu, il me disait, bah voilà, nous on est une équipe de 2 personnes en fait qui gèrent l'expérience client dans Bouygues Télécom Entreprise. Hein. Eux c'est entreprise, donc c'est vraiment la partie prof. Et donc il disait, bah c'est vrai que c'est intéressant le speech analytics, mais il faut avoir le temps. Parce que non seulement il faut regarder les conversations, et parfois il faut écouter aussi au téléphone, enfin écouter les enregistrements audio des clients. Donc voilà, donc c'est un outil complémentaire qui est intéressant et c'est vrai qu'on a mis en place chez un gros fabricant de chaudières et de radiateurs et qui voulait comme ça améliorer la perception, enfin qui voulait savoir quelle était la perception des produits avec l'analyse du téléphone. Ils ont aussi des enquêtes ponctuelles qui sont effectuées sur certains points précis du parcours client. Bah, on l'a vu, l'espace client ou certains moments, tiens, qu'est-ce que vous pensez de telle chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils fonctionnent en fait sur vraiment une notion de rentabilité. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah voilà, c'est bien en fait d'améliorer l'expérience client, de fluidifier le parcours client, mais si le client ne s'en rend pas compte, si ça n'a pas d'impact sur la satisfaction perçue, bah, ça n'a pas d'intérêt. Donc souvent en fait, ils travaillent avec des POC, c'est-à-dire qu'ils disent, tiens, si on offre tel truc, si on fait telle chose, est-ce que ça influe sur la satisfaction? Est-ce que ça influe sur le chiffre d'affaires? Et ils ont vraiment cet aspect rentabilité et proactivité. Et ça, Mathieu le détaille vraiment bien dans son interview. Il travaille également avec ce qu'ils appellent des user stories, c'est-à-dire que pour détailler quel doit être le parcours client, ils disent, ben voilà, je suis client et quand j'arrive sur tel site, je dois travailler à faire telle chose. Et un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure avec Orangement, ils travaillent aussi sur des moments qui sont des moments de facturation. Ils avaient en fait dit, voilà, il y a 3 priorités qui devaient travailler à l'époque, c'était facturation, déploiement et communication proactive et communication du proactif, c'est-à-dire que ben voilà, on appelle un client en avance, c'est ben voilà, il y a un problème technique, il faut l'appeler, etc. Et ils essaient vraiment de travailler là-dessus pour voir s'il y a un travail, si ça fait quelque chose et si ça a un impact après sur le chiffre d'affaires. Donc vraiment un témoignage très intéressant. Je vous ai mis juste après en fait un dispositif macro qui a été mis en place chez Bouygues Télécom Entreprise. Donc, ce fameux baromètre annuel qui permet d'avoir une photo de la marque, son positionnement versus la concurrence. Ensuite, les enquêtes à chaud qui permettent de suivre les KPI, la qualité perçue, corriger l'insatisfaction. Les enquêtes spécifiques sur certains points du parcours, on a vu les enquêtes digitales sur le web, le speech analytique à la fois en quantitatif et en qualitatif, l'analyse sémantique des écrits, donc email, chat, etc. Ils font également appel à élu service client de l'année qui permet donc de motiver les équipes et également faire un benchmark par rapport aux meilleurs de leur secteur d'activité, à la fois sur leur délai de réponse, sur la qualité de la réponse, la forme, etc. Et bien entendu, un travail également sur les coûts de collaborateurs, puisque c'est eux qui sont le plus proches en fait des clients avec d'améliorations continues. Voilà. Donc ça, c'était le cas de Bouygues Télécom Entreprise. Un autre cas qui est vraiment intéressant, c'est celui de Ulysse Vinci Autoroute. Donc si vous prenez régulièrement la route des vacances ou si pour le travail, vous avez à vous déplacer, vous êtes sans doute déjà passé par Ulysse Vinci Autoroute. Donc en fait, eux, c'était un besoin, enfin ils avaient un double besoin. Bien entendu, améliorer la qualité de service, etc. Mais aussi, ils avaient un focus important sur la saisonnalité. Puisqu'en fait, vous verrez, il y a Julie qui a fait cette intervention lors du salon stratégie client, qui expliquait bien que Vinci Autoroute, en fait, ils ont un pic saisonnier important. L'été, tout le monde part en vacances et prend l'autoroute et ils sont obligés de faire appel à des intérimaires et à des personnes externes pour aller renforcer le centre de contact. Ce qui se passe, c'est qu'ils se rendent compte que pendant cette période-là, en fait, ils ont une hausse de l'insatisfaction qui est vraiment importante. Elle nous indique dans cette interview que, grosso modo, ils ont une hausse
de l'insatisfaction de 6 points. Donc 6 points, c'est quand même un peu beaucoup parce que les gens ne sont pas encore formés, ils ne connaissent pas bien les réponses, ils ne connaissent pas tout le process, etc., etc. Et puis après, ils ont aussi une tendance à qualifier un petit peu les demandes toutes comme un petit peu diverses, etc. Et donc, ils se disent, bah voilà, il faut arriver à améliorer cette satisfaction et réduire son insatisfaction. Donc, on a mis en place avec eux un dispositif de feedback. Donc, plus de 120 000 enquêtes répondues par an, 40 000 verbatim collectés. Et donc, en fait, ces enquêtes sont, comme disait Loïc, arrivent après les conversations téléphoniques, mais arrivent également via l'analyse des chats, via un scan des courriers papier qui sont scannés et analysés. Et en fait, tout ça, ça permet tout simplement d'aller coacher les agents et d'aller détecter d'insatisfaction cachée, voire identifier des retours mal qualifiés et même faire un levier de business. Ils ont ainsi réussi à coacher. Avant, le coaching des conseillers, c'était, je crois, au niveau 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Là, en fait, ils arrivent maintenant à identifier quels sont les conseillers qui, eux, ont du mal à répondre, qui ne répondent pas très bien à la semaine. Et là, l'objectif après, dans son interview, vous pourrez retrouver ça, c'est quasiment faire au jour le jour, identifier ce qui va, ce qui ne va pas. Et grâce à ça, en fait, ils ont réduit ce pic d'insatisfaction de 6 points, ils ont passé à 3 points, donc divisé par 2, mais également des opportunités de business qui ont été détectées via l'analyse des verbatim. Par exemple, il y a des courriers où les gens disent, ou des chats, les gens disent, bah tiens, je suis parti en retraite, j'ai plus besoin de mon forfait pro. Et ben à ce moment-là, il y a un rebond qui est effectué en disant, bah voilà, certes, vous êtes plus maintenant professionnel, mais il y a un tarif particulier, vous prenez de temps en temps l'autoroute, et si vous prenez au moins l'autoroute une fois par mois ou 2 fois par mois, vous avez tel truc. Si vous partez juste une seule fois en vacances, et ben à ce moment-là, il y a telle formule qui s'applique, etc., etc. Et donc en fait, comme ça, ils ont transformé le dispositif de feedback en dispositif de génération de business, mais également en un dispositif qui permet de réduire cette insatisfaction saisonnière, mais également améliorer les process tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis la vidéo YouTube qui est vraiment super intéressante. Et ce qui est original dans ce dispositif, c'est que véritablement, ils ont utilisé les outils d'analyse sémantique pour faire une analyse 360 degrés. Donc comme je disais, enquête de satisfaction, chat, courrier papier, email, je crois qu'il y a de l'enquête vocale aussi, je crois, Loïc, ou pas? Je me souviens même plus. Elle n'est pas encore déployée, non. Pas Là, encore le nouveau déployé. canal qu'on va déployer, c'est les enquêtes web, typiquement. Les enquêtes web, voilà. Donc voilà, c'est un dispositif vraiment intéressant, avec beaucoup de volume et des retours très, très pertinents. Alors, ce que je vous propose, si on fait un webinaire sur le feedback, c'est quand même intéressant justement d'avoir votre feedback. N'hésitez pas à répondre à un petit sondage que je viens d'ouvrir ici directement sur le chat. C'est: est-ce que vous avez mis en place un dispositif de feedback client et un dispositif de feedback collaborateur? Parce que souvent, on parle du client, mais on ne parle pas toujours assez du collaborateur. Et c'est vrai qu'on a pas mal de cas clients qui sont intéressants sur le sujet. Donc, je vous laisse répondre. Je vais vous laisser un peu quelques minutes là et ensuite on reviendra sur vos réponses dans la session de conclusion. Alors Loïc, tu as choisi de présenter quelques bonnes pratiques. Je te laisse nous en parler. Tout à fait. Alors, lorsqu'on va vous accompagner pour la mise en place de votre solution de satisfaction, de mesure de la satisfaction client, il y a certaines bonnes pratiques à mettre en place pour déjà dans un premier temps se distinguer par rapport à tous les emails que peuvent par exemple recevoir vos clients. Donc là, ici, on part typiquement dans de la diffusion d'enquêtes, on va dire un peu traditionnelles par email, qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir personnaliser intégralement à votre image. Donc l'idée, c'est vraiment de reprendre votre identité visuelle et de l'appliquer à l'emailing. Et derrière, ce qu'on va faire aussi, petite innovation, c'est qu'on propose d'aller noter directement dans l'email la première question. On est toujours dans ce souci d'économie de temps, d'économie de clics. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en intégrant directement la première question dans l'emailing, on se passe du bouton cliquez ici pour accéder au questionnaire ou donner votre avis. On clique sur la première notation qui va du coup nous basculer sur le questionnaire. Donc, je te laisse juste avancer d'une slide, Frédéric. C'est fait. Questionnaire qui sera donc... Alors, moi, je l'ai... parfait. Questionnaire qui sera donc automatiquement pré-rempli pour la première question et questionnaire qui, lui aussi, est bien évidemment intégralement personnalisable à la fois sur l'image de fond, sur le logo, sur les indicateurs que vous allez vouloir mettre en place. Si typiquement en interne, vous avez déjà des indicateurs qui tournent, que vous souhaitez simplement
reproduire au travers d'une nouvelle interface visuelle. Nous, on est là pour vous accompagner. L'idée, c'est vraiment de partir avec quelque chose de plus personnalisé, le plus attractif visuellement et qui donne envie aux répondants de consacrer du temps et donc de répondre à l'enquête. Par la suite, ce qu'on fait derrière, c'est que nous, une fois qu'on a collecté tous ces résultats, on va vous les mettre à disposition sur un portail personnalisé et personnalisable aussi à votre image. Donc ici, on a fait un portail aux couleurs d'Eloquent. On va retrouver notre logo, nos couleurs traditionnelles autour du rose. Et c'est à partir de ce portail qu'on va pouvoir notamment vous présenter les résultats de l'analyse sémantique. L'analyse sémantique, aujourd'hui, donc en interne, nous, on a des linguistes qui travaillent chez Eloquent, c'est bien de le préciser, mais c'est vraiment du pur produit en interne, qui ont développé donc des catégorisations. Donc une catégorisation relation client, qui est la plus souvent déployée aujourd'hui parce que c'est un peu notre cœur de métier, mais on a aussi une catégorisation collaborateur qui va du coup nous permettre de faire remonter à partir de verbatim brut des catégories et des sous-catégories pour ensuite distinguer et détecter d'éventuels top 3 de bonnes pratiques ou au contraire mettre en avant des alertes ou des risques, typiquement des risques de résiliation ou bien du bad buzz ou alors un aspect juridique qui peut être remonté en nombre au sein des verbatims. Et l'idée, c'est de transformer au final une matière brute qui est le verbatim en indicateur, en KPI et derrière en véritable plan d'action à partir d'un portail personnalisé. Par la suite, du coup, si tu peux juste avancer. Ouais, c'est fait. Parfait. On va donc, comme on vous le présentait tout à l'heure, en complément donc des enquêtes, nous, l'idée, c'est d'aller au bout du parcours client. Nous, on sollicite le client, on lui demande de consacrer du temps pour donner son avis sur une prestation, sur un service ou globalement sur l'entreprise. Derrière, il faut aussi savoir aller répondre à ce client pour potentiellement traiter, alors en priorité de l'insatisfaction, mais on peut aussi recontacter un client pour le remercier pour de la satisfaction reçue. Les promoteurs. Donc, voilà, tout à fait. Donc nous, à partir de ces clients satisfaits ou insatisfaits, ce qu'on met à disposition, toujours dans le portail de restitution, c'est des pages de réponse au verbatim, à partir desquelles, en fait, on va vous mettre à disposition une fiche synthétique de ce qui a été dit par le client dans le questionnaire ou bien dans l'enquête web ou dans le SMS, où on va y retrouver typiquement le KPI, on va y retrouver diverses informations sur le contact, donc on va avoir son numéro, son adresse mail. Et donc l'idée, c'est que sur la partie de gauche, on ait un petit peu les informations personnelles du client, et sur la partie de droite, c'est la partie qui va être consacrée à toutes les personnes, souvent d'un service qualité, qui vont en fait être en charge de recontacter le client pour aller comprendre un petit peu la raison de son insatisfaction et éventuellement, voilà, interagir avec lui pour améliorer cette note. Alors, merci Loïc. On arrive à la session de questions-réponses. Je termine juste par une petite conclusion. Donc, ce qu'il fallait retenir, c'est que le feedback management, c'est vraiment à plusieurs niveaux, l'opérationnel, corriger l'insatisfaction, le management coaché et le stratégique pour améliorer les produits, la qualité de service, etc. L'écoute client, donc c'est vraiment une dynamique de culture client. Là, on va peut-être en parler juste après, mais c'est vraiment faire entrer la voix du client, des verbatims dans l'entreprise. Il y a vraiment des dispositifs qui sont devenus modernes. On n'est plus juste l'enquête de satisfaction par email ou par SMS. On est vraiment sur de l'omnicanal, on fait de l'enquête web, on fait de l'enquête vocale, on fait du speech analytics, on fait des avis clients. Bref, le feedback, c'est vraiment un moteur pour améliorer la satisfaction client et aller travailler sur l'effet wow. Voilà. Et l'analyse sémantique, c'est vrai que ça doit être utilisé à tous les niveaux. Donc, le petit point d'action, il est simple. Et après, on passe à la session de questions-réponses. C'est d'abord définissez les objectifs. Est-ce que vous voulez diffuser une culture client? Est-ce que vous voulez faire de l'amélioration continue? Donc, quel est l'objectif principal? Identifiez un point sur faites un point sur votre dispositif de feedback actuel. Est-ce que vous faites une enquête annuelle? Est-ce que vous avez déjà quelque chose en place? Est-ce qu'il faut revoir les indicateurs? Donc, identifiez les données dont vous disposez. Est-ce que vous avez des emails, des téléphones? Ce qui déterminera un petit peu comment vous voulez le faire. Par exemple, on a un client Allianz qui n'avait pas d'autre solution que d'utiliser les mobiles parce que tous ses clients utilisaient le mobile pour les interventions à la maison, etc. Donc, en fait, selon les contraintes et votre secteur d'activité, ça peut changer. Lancez bien sûr une première enquête pour détecter l'insatisfaction et ensuite mettez en place un dispositif de feedback en temps réel pour aller récupérer les informations, les diffuser dans l'entreprise, ajouter de plus en plus de sondes, mettez en place des dispositifs, par exemple, de publication des avis, etc.
Voilà. Alors, je crois qu'on a pas mal de questions-réponses dans le chat. Donc oui, on travaille avec Allianz. On a d'ailleurs un beau témoignage que je pourrais vous passer avec Jérémy Lebris qui a travaillé pendant très longtemps chez Allianz sur la partie, c'était la mesure de la satisfaction pour les intervenants qui venaient faire je crois que c'est du nettoyage, du ménage, etc. Alors, donc, je vais passer à la première question. Alors, Pablo qui nous dit, sur l'analyse sémantique, vous travaillez en plusieurs langues. Est-ce que les règles vous permettent de créer des catégories évoluées via une intelligence artificielle ou faut-il désactualiser les règles en continu? Alors, je pense que c'est plutôt pour toi, Loïc. Ouais. Il y a eu pas mal de questions de toute façon autour de l'analyse sémantique. Alors oui, nous travaillons sur plusieurs langues pour l'analyse sémantique. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Actuellement, on est en train de produire d'ailleurs une catégorisation pour un grand groupe hôtelier qui souhaite analyser tous les verbatims recueillis sur la période estivale. Donc on est sur un groupe à l'échelle européenne, donc on va avoir des verbatims dans à peu près toutes les langues qu'on peut retrouver en Europe. Donc là-dessus, c'est pas un souci. En ce qui concerne les règles associées aux catégories, donc nous derrière, on a du machine learning qui va tourner en continu, mais qui est bien sûr accompagné de linguistes. Donc on n'a pas d'ajustement automatique des catégorisations, on a un accompagnement en continu par le chef de projet et par des linguistes pour vous proposer de nouvelles catégorisations. On est vraiment sur cette partie accompagnement et pas vous pousser automatiquement une nouvelle catégorie potentiellement dans votre analyse. Ouais, l'apprentissage guidé. Alors, Exact. partie analyse sémantique via IA, peu pertinente dans les domaines complexes, indemnisation, assurance. Alors, c'est vrai que nous, on a une analyse RC, relation client spécifique, donc qui permet généralement de faire quand même pas mal de choses. Après, c'est vrai ça nous arrivait de faire du sur-mesure pour certains clients, je crois, dans certains domaines. Tout à fait. Après, à savoir que nous, on a un socle qui est notre catégorisation relation client. Elle est, j'ai envie de dire, toujours personnalisée. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des spécificités métiers, typiquement pour Vinci Autoroute. Dans notre catégorisation relation client, la notion de télépéage, c'est pas quelque chose qu'on a nativement. Donc c'est vraiment à chaque corps de métier du client qu'on va pouvoir adapter notre catégorisation pour être le plus fin. Il y a une autre question d'Élise qui était sur le délai de Ouais, traitement de tout à fait. l'analyse sémantique. Alors on est sur de l'analyse automatisée, donc on n'est pas du tout sur du manuel. Et actuellement, on est sur du traitement quotidien, c'est-à-dire qu'on va recenser tous les verbatims recueillis la journée, on va faire tourner notre traitement la nuit, et donc à J+1, on va avoir cette intégration directement dans l'outil. À savoir qu'actuellement, on est en train de développer le fait de pouvoir automatiser en temps réel cette catégorisation pour être encore plus proche au final du client et pouvoir interagir le plus rapidement possible si on décèle une insatisfaction ou bien un critère remonté via l'analyse sémantique. Ah, une question de Solange qui nous dit: «Je ne suis pas sûr de comprendre le process de feedback collaborateur vis-à-vis des clients». Alors c'est un peu différent. Le feedback collaborateur, c'est écouter le collaborateur et en fait, alors on a un cas client qui est vraiment très intéressant, qui est la société Equira, qui a mis en place un feedback client et collaborateur. Le feedback collaborateur, c'est, entre guillemets, ce qu'on appelle le miroir. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la perception du client sur le parcours client et de l'autre côté, vous avez la perception du collaborateur sur le parcours client et le but, en fait, c'est mettre les 2 en parallèle et voir s'il y a des dissonances. Par exemple, un collaborateur qui dit à un moment du parcours client, j'ai pas les moyens d'agir. Ou alors, au contraire, des collaborateurs qui disent, ouais, mais je fais bien mon boulot, alors que tout simplement le client pense que non, c'est trop procédurier, etc. Donc, on fait de l'enquête comme ça sur le parcours client, mais c'est également un feedback et c'est le parcours collaborateur. Et ça, en fait, c'est mis en place chez Ikera, où lorsque on est recruté, on a un onboarding process avec une enquête de satisfaction collaborateur à telle date. Ensuite, à certains moments dans le travail quotidien du collaborateur, on lui demande s'il y a des choses qu'on peut améliorer dans l'entreprise. On a également des enquêtes pulse, comme on le fait chez nous, c'est-à-dire qu'on va sonder un petit peu le moral des collaborateurs, comment ça se passe, est-ce qu'ils ont confiance dans la direction, etc. Et après, il y a l'offboarding aussi. L'offboarding, c'est le client, le collaborateur qui quitte l'entreprise. Pourquoi il quitte l'entreprise? Est-ce qu'on peut s'améliorer, etc., etc. Je ne sais pas, Loïc, si tu veux ajouter un petit mot en plus ou si j'ai Très complet. synthétisé. Coup, D'accord. Alors, feedback client, mais pas de feedback collaborateur. Oui, ça c'est important d'avoir les deux. Hop. Appliquez-vous les enquêtes à vos clients, bien entendu, puisque là, vous allez recevoir juste après le webinaire une enquête de satisfaction pour voir ce que vous avez pensé du webinaire.
Alors, une question de On a aussi Sylvie en qui dit complément des ouais, enquêtes vas-y. sur la partie mise à disposition de l'outil. Là, on parle beaucoup d'accompagnement de l'outil. Une fois que les solutions sont déployées, nous, on vous forme à l'outil de feedback pour que vous ayez la main, éventuellement pour faire évoluer, si besoin, en interne d'éventuelles enquêtes. Et donc, suite à cette formation, vous recevez aussi une petite enquête de satisfaction que nous générons bien sûr côté feedback. Donc oui, on interroge aussi nos clients. Ouais. Alors, une question de Sylvie qui dit mesure de l'impact ROI, pas facile. Tout à fait, c'est pas facile comme sujet. Et c'est vrai que l'interview de Mathieu Mélou que vous retrouvez, que je vous ai mis dans les slides, est assez intéressante parce qu'il donne un petit peu sa méthodologie. Alors, est-ce qu'on recevra la présentation et le PowerPoint? Bien entendu, vous recevrez la présentation et le PowerPoint. Il y a Solange qui dit comment mesurer la satisfaction client sur chaque point de contact lors de nombreux collaborateurs de différents services sont en contact avec nos clients. Ah, c'est une bonne question. Comment? En déployant un dispositif par point de contact. Je ne sais pas comment vous le Ouais, c'est parce que présentez peut-être il y a beaucoup autrement. d'interactions, c'est le choix en fait. C'est savoir quelles sont les interactions les plus importantes sans pas sursolliciter les personnes. C'est vrai qu'on Voilà. va pas demander tout le temps, mais il y a certains points. Par exemple, là, j'ai le souvenir d'un client qui est dans l'industrie, qui livre en fait du ciment et du béton. Et donc en fait, au début, il voulait faire une enquête, je crois que c'était à la commande et une enquête à la livraison, et puis ils se sont rendu compte qu'en fait ça sert à rien parce que les deux étaient tellement proches. Et ce qui avait vraiment d'impact, c'était la livraison sur le chantier. Et donc, en fait, ils ont changé et ils ont mis, tiens, voilà, on va faire une enquête par SMS juste après la livraison sur le chantier. Et c'est là qu'ils avaient un feedback à la fois sur la commande et le chantier, qui était beaucoup plus simple. Dans tous les points aussi qu'on a évoqués, on a aussi parlé, enfin, j'ai beaucoup parlé de déploiement d'une solution à chaque point de parcours client. Il faut savoir que ce déploiement, il n'est pas individualisé par point de parcours. Derrière, il y a vraiment quelque chose qui lie tous ces points de parcours, qui est la gestion de la sursollicitation. Typiquement, nous, dans l'outil de feedback, on va être en capacité de déployer une dizaine ou une quinzaine d'enquêtes pour un seul et même client, mais gérer uniformément pour qu'un client qui a reçu une enquête suite à l'appel d'un agent ne reçoive pas le lendemain le baromètre. Parce que voilà, l'idée, c'est pas non plus d'aller utiliser l'entièreté de notre base client pour avoir un maximum d'informations. Il faut vraiment aussi avoir cet aspect-là. Et donc, ça peut être, c'est souvent la solution qui est cet outil pour optimiser la sursollicitation des clients. Ouais. Alors, une question de Sylvie qui dit sur les notations à 5 étoiles, à partir de quel seuil considérer que le client est insatisfait? Quid des 3 étoiles, le ventre mou? Je vois qu'Orange Band contacte seulement les 1 et 2 étoiles ou 3 étoiles inclus. Ouais. Là-dessus, ça va être à vous de définir quel est votre seuil d'acceptabilité. Est-ce que vous êtes dans de la gestion de la plutôt surqualité où on va intégrer les 3 étoiles en se disant que ce ventre mou, l'objectif, c'est pas qu'il bascule côté insatisfait, c'est au contraire qu'en le prenant en charge et en l'accompagnant, il bascule plutôt vers du promoteur. Donc voilà. Aujourd'hui, après cette notion d'une échelle en 4 points ou d'une échelle en 5 points, alors c'est très discuté dans le domaine des études parce que justement, il y a cet aspect ventre mou, il y a des promoteurs et des détracteurs. Mais l'idée, ça peut être aussi de s'appuyer sur ce ventre mou pour se dire, aujourd'hui, on veut que ça devienne de la satisfaction. Ok. Alors, une remarque d'Elodie qui dit même problématique avec Trustpilot, on remonte que des avis négatifs alors que la SAT client est bonne. Justement, c'est tout l'intérêt d'aller inciter les gens qui ont répondu à l'enquête de SAT à laisser un avis positif sur Trustpilot ou Google My Business. Alors, comment gérez-vous les problèmes de data privacy sur l'analyse sémantique ainsi que la recontact en cas d'insatisfaction? En fait, c'est simple. Après, je te laisserai compléter, Loïc. C'est que les données sont intégrées sur nos serveurs et donc, en fait, c'est des enquêtes de satisfaction qui sont faites chez nous. Le recontact par l'insatisfaction, forcément, c'est intégré par nos équipes et c'est géré par une gestion de droit. C'est-à-dire que c'est uniquement les gens du service client qui ont accès à ces données-là. C'est cloisonné par service, par personne, etc., etc. Donc il y a pas, c'est pas open bar en fait sur la publication des avis. Voilà. Ouais. Et pour compléter, au sein même d'un avis, notre outil d'analyse sémantique va pouvoir anonymiser le verbatim. Chose importante quand on est sur du traitement individualisé ou quand on va remonter potentiellement des feedbacks aux agents pour qu'ils aient aussi de la matière pour comprendre comment améliorer leur qualité de service. Nous, l'outil nous permet d'anonymiser automatiquement les verbatims et de proposer une analyse ensuite sur cette partie anonymisée.
Ouais. Alors, combien ça coûte de mettre en place le Speech Analytics? En fait, tout simplement, c'est un coût à la, il y a une mise en place et ensuite il y a un coût à l'analyse effectuée, hein, tout simplement parce que c'est selon le volume. Alors, Doriana qui dit, les enquêtes vocales sont-elles plus compatibles, alors plus compliquées à mettre en place que les images? Ah, je crois qu'on a déjà répondu. Ouais, On a déjà répondu. L'analyse sémantique de la voix pour mesurer la satisfaction est-elle beaucoup utilisée? J'ai répondu tout à l'heure. Ça commence à émerger, mais ça reste en fait toujours un petit peu complexe à mettre en place en fait, hein, parce qu'il faut du temps pour analyser ça et faire de l'écoute derrière. Après, bien sûr, les outils d'analyse sémantique permettent de faire tourner, de voir les grandes tendances, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment un avis. Alors, on avait déjà eu des infos sur Trustpilot, on a déjà répondu. Qu'est-ce qui nous restait comme question? Il y avait la partie un peu alerting, à savoir que dans l'outil de feedback, on a la possibilité du coup de mettre en place, nous, ce qu'on appelle des notifications. Donc c'est à partir d'un critère qu'on va identifier dans le questionnaire, typiquement un client insatisfait, on va pouvoir faire pousser une fiche synthétique de l'information recueillie sur le client au service qualité, par exemple. Donc ça va nous permettre aussi d'avoir, en plus du portail qu'on va mettre à disposition pour traiter les avis, un éventuel, enfin souvent c'est par email en fait, qui va nous être poussé pour prendre en compte plus rapidement une insatisfaction. Alors, une question d'Ulrich qui nous dit qu'il est chargé des réclamations et qui veut savoir si on organise des formations en gestion des réclamations. Ça, en fait, on ne fait pas, mais par contre, il y a la marque, l'Association pour le management de la réclamation, qui a des formateurs, des formatrices, et on a même une vidéo de Michel qui est formatrice à la marque et qui, justement, nous explique ces petits trucs et astuces pour gérer l'insatisfaction. Alors, je ne sais pas s'il y a des nouvelles questions qui sont arrivées. Bonjour, quel est le délai raisonnable entre 2 enquêtes pour un même client? C'est Lucie qui pose cette question-là. Ouais, et ben là-dessus, en fait, c'est vraiment toute l'importance de l'accompagnement qu'on va vous proposer, c'est de comprendre en fait déjà quel est votre cœur de métier, dans quel contexte le client va vous appeler ou interagir avec vous, ou à l'inverse, dans quel contexte vous allez interagir avec le client. Souvent, on va adapter un délai. En fait, ce qu'on met en place en termes de sursollicitation, c'est qu'on va dire qu'on va sursolliciter au maximum X fois un même client sur une période donnée. Et cette période, en fait, elle peut varier, ou ce nombre de sollicitations, il varie beaucoup d'un client à un autre. Un client qui possède un grand panel de clients lui-même, il va plutôt avoir tendance à ne pas sursolliciter ses propres clients. Donc, on va être sur 2 à 3 enquêtes envoyées mensuellement. Et au contraire, pour un client qui a besoin de retour, eh ben, on va peut-être augmenter ce chiffre en passant peut-être à 5 enquêtes mensuelles. Mais c'est vraiment quelque chose qui est personnalisable, et c'est quelque chose aussi qu'on a l'habitude de mettre en place via de l'A/B testing. C'est-à-dire que pendant une période donnée, on va mettre en place une gestion de la sursollicitation. On va voir comment va se comporter le client par rapport à ces critères et à ce contexte-là. Et si de notre côté, la collecte est insatisfaisante, on va pouvoir ensuite l'adapter pour l'optimiser. Alors, je crois qu'on est quasiment arrivé au bout. On a une question de Karine qui nous dit sous quelle forme les alertes ou actions, boucles de retour, sont-elles générées et vers qui? Management, équipe qualifiée, opérationnelle. Alors, je dirais que c'est très variable. Comme je le disais, chez Bouygues Télécom Entreprise, c'était centralisé et ensuite ça a été décentralisé aux agences locales. On a, par exemple, chez MNT où il y a un service réclamation qui existe, qui est dédié pour la gestion des réclamations. Mais encore une fois, ils nous disent attention à ce que le service réclamation ne devienne pas en fait entre guillemets le bureau des pleurs et que ça soit quand même géré au niveau opérationnel et que qu'il n'y ait pas cette réflexe disant ah non mais il y a un client qui est pas content, tac je balance au service réclamation. Il faut donner aussi d'autonomie aux conseillers. Voilà. Est-ce que tu veux peut-être rajouter une petite question, une petite réponse à la question de Karine sur la forme et les alertes et Non, non, c'était en fait un peu dans le complément de ce que je présentais sur les notifications. Derrière, nous, en fait, on va vous mettre à disposition l'information selon la ressource que vous avez en interne pour traiter ces éventuelles insatisfactions. Souvent, c'est du service qualité qui a l'habitude de recevoir une notification email avec un récap un peu de l'alerting qui est remonté, mais ça peut être tout autre service, à la fois en interne ou bien si c'est externalisé par d'autres sociétés de prestat. Ok, alors on arrive à la fin du webinaire. S'il y a une dernière question,
on l'apprend et autrement, on vous remercie tous en fait pour votre disponibilité. Si vous souhaitez avoir des informations sur comment mettre en place un dispositif de feedback management ou comment donc tout simplement optimiser votre dispositif actuel, parce que vous pouvez très bien avoir une enquête annuelle ou juste une enquête classique NPS ou etc. Nous, on est vraiment à votre disposition. On peut vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire pour vous, ce qu'on peut optimiser, quels sont le contenu en fait d'un dispositif de feedback management moderne. Si le feedback collaborateur vous intéresse aussi, n'hésitez pas. Sur la partie sémantique, enquête vocale, on est véritablement à votre disposition et on est là vraiment pour vous aider. Donc merci Tam, merci Karine, merci Doriana, merci à tout le monde. Merci à Loïc qui a été notre expert du jour. S'il y a une dernière question, on la prend. Autrement, on va tous vous souhaiter une excellente journée et un bon appétit par avance. Bonne journée à tous et merci pour l'écoute. Merci, au revoir.